Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Dernière ligne droite avant le second tour de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Circo de le Sud, mais il ne faut pas le dire, Samuel, et on reçoit Ibrahim Bouenayri. Ibrahim Bouenayri, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vous sentez-vous ? Je peux dire bien. Pas trop fatigué ? Si. J'imagine que depuis lundi, ça crépite de tous les côtés, que vous êtes sollicité de tous les côtés. Ben oui, depuis lundi, on dort parce que je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe qui est derrière, que je remercie au passage. On dort grosso modo 3 à 4 heures par jour. Oui, vous faites des grasses matinées, quoi. Voilà. Pour commencer par la phase dure, votre dernier meeting, ce sera ce soir, dites-moi où ? Il sera à Sada. Assada et Mansour Kamardine, lui, à Tsingoni. à Tsingoni. On ne s'est pas concerté, hein. C'est une coïncidence qui fait que... Si vous étiez concerté, vous auriez fait l'inverse. Non, peut-être pas. Donc Mansour sera chez vous et vous serez chez lui. Bref, comment vous appréhendez vous appréhendez encore ce second tour ? Je peux dire que je suis serein, parce que sur ce même plateau, il y a quelques mois, vous m'avez demandé si j'étais candidat. Donc je vous ai dit que j'étais candidat. Donc il y avait des doutes sur ma candidature. Après, vous m'avez demandé si je pensais être au deuxième tour, parce que vous avez encore des doutes sur ma présence au second tour. Aujourd'hui, vous avez encore des doutes sur ma victoire. Donc jamais 203. C'est bien vu, c'est bien dit. Oui, Flo. Moi j'ai une petite question, c'est votre interprétation des résultats du premier tour. Ils sont importants ces résultats. On avait surnommé ça la circonscription de la mort. Beaucoup de poids lourds de la politique. Vous êtes donc qualifié pour le second tour qui aura lieu dimanche. Mais votre interprétation de ce premier tour, ça s'est joué à quoi ? Bon, ça s'est joué surtout sur le militantisme. Il faut savoir que les Républicains sont mieux organisés, ils mettent tout le paquet sur le premier tour. Nous, le MDM, on est le deuxième parti de Mayotte. On a aussi notre organisation, mais qui n'est pas encore à la hauteur des Républicains. Ça s'est joué sur les partis politiques, sur les militants de base. On a vu après, non seulement on a eu des poids lourds au sud, mais on a eu une multitude de candidatures. Qui, à Mayotte, on le sait très bien, certes, le militantisme a joué cette fois-ci, l'appartenance à un parti politique, ça a beaucoup joué, mais à Mayotte, on vote aussi pour les cousins, les frères, les sœurs, ça on le connaît. Et quand on a une multitude de candidatures, il faut savoir que certainement on avait un cousin par-ci qui était candidat, ou bien un autre cousin de l'autre côté qui était candidat. Donc, on a eu aussi ce risque de dispersion des voix, ce qui a été le cas. Maintenant, il y a aussi le taux de participation. Oui. Le taux de participation qui a beaucoup joué, sachant que pas mal de gens ne se sont pas retrouvés. Il y en a qui ont préféré rester attendre le deuxième tour. Donc, on espère avoir un sursaut de participation pour ce second tour. D'ailleurs, c'est le travail qu'on fait sur le terrain pour appeler les gens qui ne se sont pas présentés dans les bureaux de vote de le faire. Pardon pour cette question qui fait un peu entretien d'embauche, mais... quelle est votre principale qualité en tant que candidat et futur député ? Je suis un homme de dossiers, je pense. Je maîtrise pas mal de dossiers. Je sais aussi défendre des politiques publiques, parce que quand on est député, il faut qu'il y ait déjà une politique publique. C'est ce qui manque à Mayotte. Et j'ai une vision par l'interprétation de chiffres, qui est mon métier. J'arrive à prévoir des choses qui vont arriver dans un certain nombre d'années. C'est qu'il y a une bonne qualité pour un élu. C'est une qualité pour un élu. Quand on a la possibilité de prévoir ou de prédire des problèmes qui vont arriver, on a cette faculté de les résoudre ou bien de les prévenir avant même que ça arrive. Donc, avec le métier de statisticien que je suis, j'ai une qualité de diagnostic, mais aussi j'ai une qualité de pouvoir donner ou bien déjà rien que prévoir aussi les solutions avant même que ça arrive. Et ça, c'est ce qu'on demande à un homme politique. Souvent on le dit, gouverner c'est prévoir. J'ai relu cette semaine le schéma d'aménagement de la ressource en eau en tant que président du comité de bassin de 2014, qui a été présenté
soumis à consultation de la population, vous ne vous êtes pas trompé d'une ligne, mais absolument pas. Et ça aussi, le dossier de l'eau, excusez-moi de revenir dessus, ça constituera l'une des priorités, parce que vous êtes l'un des maîtres en la matière. C'est la priorité. Je pense que les Mahorais se souviendront, ou bien se souviennent que la priorité du Sud, notamment, c'est l'eau. Et quand on dit la priorité du Sud, c'est l'eau, il faut aussi donner la chance à la personne qui maîtrise mieux le dossier pour pouvoir le défendre à merveille. Je n'ai rien contre nos prédécesseurs, mais on a vu les faiblesses par rapport à ce dossier qui a été mal maîtrisé et qui nous coûte cher aujourd'hui, parce que la seule solution que le gouvernement a trouvée, c'est de prêter à notre syndicat, l'unique syndicat qui a la gestion de l'eau, 45 millions d'euros, alors qu'elle avait déjà un prêt de 45 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le syndicat se trouve avec un déficit de avec un prêt de 90 millions d'euros. Donc je m'insurge contre cet état de fait en disant non seulement nous manquons d'eau, nous sommes dans un territoire français où il n'y a pas d'eau, mais on nous demande de rembourser un prêt pour payer notre eau. C'est une aberration. Donc, parmi les priorités, parmi les chantiers prioritaires, c'est vraiment se battre pour que ces deux prêts se transforment en subventions d'État et partir sur les bonnes bases sur cette problématique d'eau. Aïnoudine Salim, votre président, hier, sur ce plateau même, défendait votre cause, bien évidemment, il n'aurait pas fait l'inverse, mais il disait de vous aussi que vous étiez proche du dossier de l'insécurité et de la délinquance, de par votre fonction aujourd'hui. Vous êtes statisticien et vous êtes travaillé auprès des services de police et de la statistique sur la délinquance. Pour vous, est-ce que c'est un atout, en effet ? C'est aussi un atout. C'est un atout parce que je connais les problèmes aujourd'hui sur l'insécurité à Mayotte. Je les connais mieux, ça fait 1 an que je suis dedans. Mais le souci à Mayotte, c'est aussi le problème démographique. Parce que il manque une politique démographique à Mayotte. Quand on parle de politique démographique, c'est les naissances, mais aussi l'immigration. Cette politique n'existe pas. Le 1, 2, 3 basse n'existe plus. Voilà. Il n'y a pas de 1, 2, 3 basse, il n'y a pas de régulation de l'immigration et tout va dans le désordre. Donc, en matière de politique démographique, je pense que je pourrais beaucoup apporter, mais en termes de moyens de sécurité ou bien de problématiques de la sécurité à Mayotte, j'ai les chiffres parce que je les travaille tous les jours, je sais ce qui se passe exactement, et donc s'il faut demander des réponses à Paris, il faudrait que la personne qui les connaisse puisse les défendre. Et à Paris, moi je précise parce qu'on a souvent dit dans les ondes que là-bas on fait des lois. Donc il faudrait des hommes de loi. À Paris, on n'a pas besoin des hommes de loi. Déjà, les hommes de loi, ils sont formés pour lire la loi. Et si la loi à elle seule suffisait, on n'aurait pas payé des gens pour la lire et payer des gens pour contre-lire. Donc on est loin de faire le tout avec les lois. Par contre, avec les chiffres, on est à mesure de sensibiliser n'importe qui. Quand vous allez dire, quand je le disais à plusieurs missions que j'ai vues à Mayotte, c'est que nous, quand j'étais président de l'association des maires, je leur disais souvent, nous ne sommes pas à mesure de construire une salle de classe tous les jours. Et les gens me regardaient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que je leur disais, 7000 naissances, ça fait 20 naissances par jour, et ça fait une salle de classe. C'est simple, tu peux le démontrer. Alors que si tu vas crier en disant, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens, mais il faut le démontrer. Quand on est à Paris, c'est très simple de démontrer avec les chiffres que de démontrer avec la loi. Parce que certes, on va faire la loi, il faut comprendre, il faut savoir lire la loi, mais avant que la loi soit votée, il faut qu'il y a tout un processus à mettre en place, à faire comprendre ou bien à convaincre avant que ce processus aboutisse. Et ce processus n'aboutira pas tant que les gens qui doivent, notamment le gouvernement, ne comprendra pas ce qui se passe sur le terrain. Président du SDAJ, vous travaillez en tant que statisticien auprès des services de police. Vous avez aussi été président de l'association des maires, maire de Tsingoni, mais vous avez aussi travaillé à l'INSEE. Aujourd'hui, vous, en tant que candidat, est-ce que vous pouvez nous dire que le recensement de 2012 a été satisfaisant et attendez-vous beaucoup de choses si vous êtes élu dimanche prochain député du recensement de 2017 ?
Je pense que 2012, vous devez avoir des souvenirs parce que j'avais intervenu sur vos ondes. Exact. En décriant, j'étais le premier à décrier les résultats du recensement. J'ai regretté aussi quand nos parlementaires ont débattu sur le recensement annuel, ils ne m'ont pas consulté. Parce que c'est très bien beau de dire qu'on va mettre le recensement annuel et qu'on va voir la dotation révisée tous les ans. C'est pas vrai. Le recensement annuel, il y a des méthodes qui sont les méthodes utilisées au niveau national, mais qui pourraient être adaptées si jamais on a quelqu'un qui est très proche et qui sait ce que c'est le dossier, pour que les résultats soient donnés le plus tôt possible. Mais actuellement, les résultats du recensement annuel les premiers résultats du recensement annuel ne seront effectifs qu'en 2023. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Oui, dans 5 ans. Donc, le recensement qui va être réalisé cette année en 2017, les chiffres vont courir encore jusqu'en 2023. Ouais. C'est qui est encore une aberration parce que là, on n'a pas pris le temps, ou bien on maîtrise mal le dossier pour prendre le temps de réfléchir comment mettre en place. Donc maintenant, il n'est pas encore trop tard. Il faudra quelqu'un qui puisse pousser les portes à Paris, au ministère des Finances et notamment à la direction générale de l'INSEE pour la méthodologie soit adaptée à ce qui se passe à Mayotte. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet pour pouvoir le faire évoluer. Flo. Moi j'ai une petite question toute simple pour que nos auditeurs et téléspectateurs essaient d'y voir clair. Imaginons que vous êtes élu, je vous le souhaite, comme à tous les candidats. Vous serez dans la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ? Alors que vous figurez dans les chiffres des Macron, dans les prévisions macronistes, ils vous inscrivent. Voilà, donc tout simplement, dans les prévisions macronistes. Je vois mal un élu MDM qui irait à Paris et qui ne serait pas à côté de Bayrou. D'accord. Non, mais c'est juste pour nos auditeurs et téléspectateurs. C'est clair. Le MDM a été le premier et peut-être même l'unique parti dans sa globalité à soutenir Emmanuel Macron. Ça fait lié à la raison de Macron dès le départ. Donc, En conclusion, Samuel, dernière question. C'est pas une dernière question. Il vous reste combien de temps il nous reste exactement ? Il vous reste 1 minute 30. 1 minute. On vous offre 1 minute 30 pour dire à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin et les Mahoraises pourquoi il faudra voter pour vous dimanche. Il faudra voter pour M. Bonaïri parce que Bonaïri, pour défendre Mayotte, il faudrait des politiques publiques. Il faudrait défendre des politiques publiques. Et ces politiques publiques, il faudrait les construire à Mayotte, ce qu'on n'a pas fait. Je vois mal comment les Mahorais pourront se donner le luxe de voter quelqu'un qui qui n'a pas voulu mettre en place l'indexation. Moi, je m'engage à militer sur l'alignement de l'indexation à La Réunion à 53%. Donc, alors que mon adversaire n'a pas... Je ne pense pas qu'il a cette vocation. Deuxième chose, il faudrait voir dans tous les combats, dans tous les grèves, les conflits sociaux à Mayotte, on a 2 camps, les salariés, notamment les Mahorais, et le patronat. Qui est l'avocat du patronat ? Qui est l'avocat des Mahorais ? Donc, quand on demande le suffrage des Mahorais, il faudrait les défendre à tout moment. Ce n'est pas une fois élu qu'on doit défendre le Mahorais. Parce que vous savez qu'avec tous ces conflits sociaux, c'est de la souffrance. Les Mahorais sont en train d'exprimer leur souffrance. Donc moi je pense que quand on est Mahorais, quand on veut défendre les intérêts des Mahorais, il faut être du côté des Mahorais, même pas être du côté de ceux qui sont là, qui sont en train de se faire. L'argent, c'est normal. Quand on est un entrepreneur, on est en train de se faire de l'argent. Mais le peu de Mahorais qui comprennent, qui peuvent apporter quelque chose à cette société en souffrance, doivent être du côté des Mahorais. Merci beaucoup Ibrahim Bonaïri, c'est tout pour ce temps. Juste une dernière petite question, oui ou non. Le MEDEF vous a sollicité pour savoir si vous étiez favorable à une zone franche globale, oui ou non ? J'ai pas eu le courrier. Je l'ai entendu chez vous, mais je n'ai jamais Vous êtes favorable ou pas ? Mais c'est dans mon programme. D'accord. Voilà. C'est dans mon programme. Ils l'ont pas vu dans votre programme, mais c'était important de le dire que c'était déjà. C'est dans mon programme, et moi je dis toujours que la zone franche en elle seule ne suffit pas. Il faut réfléchir sur l'ensemble de l'entrepreneuriat à Mayotte. Et figurez-vous qu'avant de prendre mon poste à la DTSP, j'étais à la direction régionale de l'INSEE Nord-Pas-de-Calais et je m'occupais de l'enquête emploi en continu. Donc le monde d'entreprise, je le connais très bien et j'avais comme charge la qualité de la collecte de cette enquête. Donc c'est une enquête très intéressante qu'il faudrait se battre aussi pour qu'elle soit à Mayotte aussi, qu'elle soit étendue à Mayotte, ce qui n'existe pas. Donc non seulement on a besoin de la sécurité, on a besoin de la zone franche globale, mais
la connaissance du monde des entreprises est nécessaire pour pouvoir améliorer, cette partie de la vie de tous les jours, parce qu'on ne connaît rien sur l'entreprise à Mayotte. Même la gestion du fichier Sirène, il se fait à La Réunion, alors que c'est le fichier qui répertorie la vie des entreprises au jour le jour. Ouais. Pour avoir un numéro, parce que le numéro, ça reste un numéro, mais il y a toute une base derrière qui nécessite d'être travaillée, qui apporterait beaucoup aussi bien aux entreprises qu'aux salariés, et cette base n'existe pas à Mayotte. Merci beaucoup, Ibrahim Bouaneri, c'est tout pour ce temps de parole. Merci.